Bienvenue pour cette vidéomélie de rentrée pastorale avec la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Mahouet. Et comme c'est aussi la rentrée des classes, nous aurons le plaisir d'entendre le diacre Claude Gillard, délégué épiscopal pour l'enseignement, nous parler des défis qui se posent en cette rentrée peu ordinaire. Un témoignage complété par un magnifique reportage sur l'Olivier, cette fédération de pouvoirs organisateurs créée par les Sœurs Annonciades et qui veille aux destinées de bon nombre de nos écoles. Bonne célébration et bonne rentrée. Bonjour. Le premier dimanche de ce mois de septembre marque évidemment le début de la nouvelle année pastorale scolaire 2021-2022. Nous consacrerons une grande partie, si pas la totalité, de cette vidéomélie à cette rentrée scolaire. Je crois que l'enjeu est important et différents invités, différents reportages nous aideront à mieux comprendre les enjeux de ce qu'est cette rentrée scolaire de cette année. Mais nous sommes aussi le 23e dimanche du temps ordinaire et je vous propose l'évangile de ce dimanche, c'est dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr et passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce temps de rentrée scolaire, je voudrais que nous puissions écouter l'Évangile comme un appel pour vivre ce temps comme un temps d'ouverture. En effet, Jésus dans l'Évangile nous dit « Ephata », ouvre-toi à quelque chose de neuf. Jésus, vous l'avez entendu, guérit un sourd muet et en fait, l'Évangile nous dit qu'il vient nous guérir de nos mutismes et de nos surdités. Alors aujourd'hui, en ce début de nouvelle année pastorale, de cette nouvelle année scolaire, nous sommes invités par le Christ à reconnaître cette parole, à écouter ce qu'il nous dit, Ephata, ou plutôt, laisse-toi ouvrir à cette nouveauté que je veux te révéler et que je veux faire surgir en toi. Alors nous venons de vivre un été marqué par beaucoup de catastrophes naturelles. Notre terre est manifestement malade. Nous vivons aussi dans un monde où les tensions internationales sont source de menaces pour la paix. Et voici que Jésus nous dit « Ouvre-toi ». Alors il y a, et on peut le regarder dans notre propre vie et au cœur de notre société, au cœur de notre Église, il y a des brèches qui nous invitent à dépasser tous nos enfermements. Il y a des lumières capables ainsi de dissiper les ténèbres. Il y a des projets qui peuvent nous mobiliser pour participer à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Alors quelles seraient, en ce début d'année scolaire, en ce début d'année pastorale, les grandes ouvertures auxquelles nous pouvons être attentifs? J'en vois 3 que je voudrais simplement vous inviter à redécouvrir. C'est la bienveillance, l'espérance et la croissance. Alors c'est vrai que la bienveillance, étymologiquement, c'est veiller que le bien puisse se faire, c'est être des veilleurs à ce niveau-là, et aussi, comme tout veilleur, des éveilleurs. Et puis, l'espérance, elle nous dit que c'est possible, et tout ce qui est possible au cœur, finalement, de ce qui donne sens, de ce qui fait vivre, et la croissance, bien sûr, nous aide à entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la germination, de la fécondité jusque dans les zones les plus insondables, finalement, de notre vie. Alors aujourd'hui, nous voici au début d'une nouvelle année pastorale et d'une nouvelle année scolaire, puissions-nous faire résonner la parole du Seigneur, Ephata, ouvre-toi.
Pour poursuivre cette vidéomélie, un invité et un reportage. L'invité, c'est Claude Gillard. Il est diacre et délégué épiscopal pour l'enseignement, c'est-à-dire le représentant de l'évêque pour toutes les questions liées à l'enseignement. Ensuite, un grand reportage, je dirais, sur la Fédération des pouvoirs organisateurs de l'Olivier. Je vous présenterai ce projet dans quelques instants, mais voici d'abord Claude Gillard, délégué épiscopal pour l'enseignement. Voilà, eh bien, on est à la veille de la rentrée scolaire et je suis vraiment très, très heureux et reconnaissant qu'on me donne l'occasion de m'exprimer sur une série de défis devant lesquels l'enseignement se trouve aujourd'hui. Il y a évidemment les défis immédiats liés à l'actualité. Nombre d'écoles ont été impactées par les inondations, heureusement en nombre limité dans notre diocèse, mais quand même, celles qui l'ont été, je pense à des écoles au Brabant wallon, l'ont été très sérieusement. Et donc il y a tout un mécanisme de solidarité qui se met en place pour le moment avec ces écoles. Il y a aussi un autre défi, et il est de taille, c'est que depuis 1 an et demi maintenant, donc 2 années scolaires ont été impactées par cela. L'école a été, comme toute la société d'ailleurs, complètement bouleversée par la pandémie que nous avons connue, je le dis au passé, en espérant que tout doucement cette pandémie soit derrière nous, même s'il y a malgré tout des mesures de prudence à garder. Et donc, on se rend bien compte que les cours ayant été supprimés, transformés, donnés de manière hybride, avec une présence partielle des élèves, tout cela a nécessairement eu des conséquences, évidemment, sur les résultats des élèves. On a quelques indicateurs, par exemple, qui le montrent. Et donc, il y a là, certainement, au début de cette année scolaire, certaines formes de rattrapage à assurer dans les écoles et les équipes éducatives y travaillent activement. Il y a un autre défi qui est toujours lié au début de l'année scolaire, qui touche au manque de professeurs. Il y a une pénurie au niveau des enseignants, en particulier dans certaines disciplines. Hier encore, on est à 2 jours de la rentrée, une directrice d'école me disait, voilà, je cherche un professeur de sciences désespérément et je ne le trouve pas. On peut le dire aussi pour les professeurs de langue. Et donc, il y a vraiment une pénurie de ce côté-là. Et il y a, j'en parle ici au nom de toute une série de familles qui sont concernées par cela, il y a aussi plusieurs centaines, un peu plus de 300 élèves qui aujourd'hui n'ont pas encore d'école pour l'enseignement secondaire, pour le début de leur enseignement secondaire. L'école qu'ils avaient choisie est complète et donc on ne peut pas évidemment élargir les murs. Malgré tous les efforts qui sont faits dans les écoles. Et donc, il y a là une vraie question qui est récurrente, que l'on retrouve chaque année, en particulier à Bruxelles. Alors voilà pour l'immédiat. Maintenant, de manière, je dirais, plus à long terme ou à moyen terme, il y a cette réforme dans laquelle l'enseignement est lancé depuis 3 ans maintenant. C'est ce qu'on appelle le pacte pour un enseignement d'excellence. Donc, tout le monde n'en est pas encore tout à fait conscient, mais on va vers une manière tout à fait différente de travailler dans l'école. Pour donner un exemple, le cursus des élèves va s'étaler des maternelles jusqu'en 3e secondaire. Et il y aura là un tronc commun. Donc tous les élèves, indistinctement, suivront les mêmes cours, les mêmes programmes qui sont complètement retravaillés pour le moment, avec une manière adaptée de travailler. Il y aura des formes de remédiation, de rattrapage beaucoup plus rapides qui seront mis en place. Donc toutes les équipes étaient fort mobilisées autour de ce projet. Et là aussi, il y a quelque chose à relancer au niveau des écoles. Et puis je terminerai par dire de manière générale, comme ça, pour avoir un horizon, en raison de cette pandémie, l'Europe a débloqué des moyens financiers tout à fait importants qui sont répartis entre les différents pays européens, c'est le cas pour nous bien sûr aussi, et l'enseignement a décidé, quels que soient les réseaux d'enseignement, a décidé de consacrer ces moyens à la restauration, à la rénovation, à l'agrandissement des bâtiments scolaires qui en ont vraiment, vraiment besoin.
et un cruel besoin pour le moment, étant donné ce que nous avons connu pendant l'été. Alors, au cœur de tous ces défis, il y a évidemment, ce sont des défis qui touchent toutes les écoles, ce dont je viens de parler, il y a bien sûr ce qui est spécifique à l'enseignement catholique. Donc l'enseignement catholique a pris 2 ans maintenant de réflexion très profonde sur, d'une certaine manière, ce qui fonde la spécificité de l'enseignement catholique aujourd'hui, et a rédigé, ou plus exactement a réécrit, un texte qui est d'une certaine manière le fil rouge, le fondement de notre action pédagogique en enseignement catholique. C'est un texte que l'on appelle « Mission de l'école chrétienne » et qui travaille d'une certaine manière les fondements de notre projet éducatif. Et donc, il y en a 5. Il y a d'abord, évidemment, tout ce qui touche au développement cognitif. On parle bien du travail en école, c'est clair. Mais pas uniquement cela. Il ne s'agit pas simplement, en tout cas pas uniquement, de former des cerveaux. L'idée, c'est de former des personnes. Et on est fort attaché à cette idée. Donc il y a le développement cognitif, il y a aussi le développement des relations, et ce sont des choses qui s'apprennent, la relation à l'autre, en particulier à celui qui est différent de moi, et nous sommes tous différents. Il y a le développement aussi du sens esthétique. On se dit que ça, c'est une priorité à laquelle il faut travailler aussi, que les élèves puissent découvrir à la fois toute la richesse, toute la beauté de ce qui touche à ces domaines tellement variés de l'esthétique. Il y a tout ce qui touche aussi au développement corporel. Nous sommes esprit, mais corps aussi, et ce développement est absolument essentiel. Et puis il y a un 5e fondement, qui n'est pas une 5e roue de la charrette, qui est un fondement exactement comme les autres, qui donne d'une certaine manière une couleur aux 4 autres, qui est le développement de la vie spirituelle. C'est une dimension à laquelle on tient beaucoup, et dans l'enseignement catholique, évidemment, la vie spirituelle est nourrie en référence à l'Évangile. Alors ça passe par le cours de religion, ça passe par l'animation pastorale dans les écoles, et là aussi, il y a tout un travail qui est entrepris pour le moment. Donc c'est vraiment un texte qui existait, mais qui a été complètement réécrit avec une consultation majeure dans les pouvoirs organisateurs, les directeurs, les directrices des écoles, les représentations des parents, la conférence des évêques, bien sûr, et tout cela a donné finalement un texte qui donne l'assentiment général et auquel on va activement travailler. Alors peut-être un focus à propos du cours de religion. Je voudrais, si c'est possible, à travers cette vidéo, je voudrais essayer de couper les ailes à une sorte de rumeur qui s'installe et qui tendrait à montrer que le cours de religion est amené à disparaître. Il y a des gens qui le souhaitent parmi les mouvements laïques les plus combatifs, ça c'est absolument clair. Mais de manière absolument massive, les parents ne le veulent pas, et nous non plus naturellement. Je ne vais pas multiplier les chiffres, mais je voudrais simplement en donner un. Dans l'enseignement officiel, dans tous les réseaux d'enseignement officiel, les parents ont la possibilité de choisir que leur enfant soit dispensé du cours de religion ou bien qu'il le suive. Et donc c'est une latitude qui est donnée aux parents. Et cette latitude va tellement loin que chaque année, les directions des écoles doivent remettre aux parents un questionnaire que les parents doivent compléter et signer, et dans lequel ils disent, voilà, nous souhaitons que notre enfant soit dispensé du cours de religion, et donc suive un cours de philosophie, de citoyenneté, etc. Eh bien, depuis 5 ans, on va commencer maintenant la 6e année, cette question est explicitement posée aux parents. Eh bien, il y a entre 85 et 90% des parents, s'il vous plaît, qui disent « nous voulons que notre enfant suive un cours de religion ». Et nous ne souhaitons pas que notre enfant soit dispensé de ce cours. Alors, la première année, les mouvements laïcs disaient « oui, mais c'est peut-être parce que les parents n'ont pas très bien compris ». Mais enfin, 6 ans de suite, on fait le pari qu'ils ont compris. Et puis, il ne faut quand même pas prendre les parents pour des idiots. Donc, il y a là un signe citoyen qui est absolument massif de la part des parents, qui même dans l'enseignement officiel, je ne parle même pas de l'enseignement catholique ici, soutiennent, demandent absolument
que leur enfant suive un cours de religion. Et je crois que c'est parce qu'ils ont bien compris qu'au cœur de ce cours, qui, pour ce qui concerne le cours de religion catholique, se réfère à l'Évangile, évidemment, ce sont les grandes questions qui traversent notre humanité qui y sont travaillées. La question du bonheur, la question de la mort, la question de la souffrance, Dieu sait si il y a lieu d'en parler aujourd'hui, la question du rapport à l'autre, à celui qui est différent, la question de nos choix éthiques, moraux, la question du rapport au corps, etc. Donc les grandes questions qui traversent notre humanité sont travaillées explicitement en fonction de l'âge des élèves, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, et cela chaque fois en dialogue avec ce que disent les sciences humaines, et en même temps en dialogue avec ce que dit la foi chrétienne. Dans les Écritures, dans la vie de l'Église, dans la célébration et dans la manière dont l'Église essaye de vivre selon les intuitions de l'Évangile. Donc il y a là, c'est une conviction profonde, ça chez nous. De la même manière qu'un élève doit être travaillé sur le plan de ses compétences en français, en mathématiques, en sciences, en langue moderne, eh bien il y a aussi une compétence qui touche à la dimension religieuse de la vie, quelle que soit la manière dont il se réfère à telle ou telle tradition religieuse. Ça doit se faire dans la plus grande ouverture, mais cela doit impérativement se faire, sinon il y a un manque. Et on travaille résolument à ce que ce manque, précisément, soit comblé. Merci à Claude Gillard de nous avoir ainsi présenté les défis posés à l'enseignement en ce début d'année pastorale 2021-2022. Voici maintenant un reportage consacré à la Fédération des pouvoirs organisateurs, l'Olivier. Créé à l'initiative des Sœurs Annonciades dans les années 2006-2007, l'Olivier regroupe aujourd'hui des écoles et des crèches créées par les Sœurs Annonciades qui ont été rejoints par des écoles de Watermal, de Forêt et d'Anderlecht. Le siège social de l'Olivier se trouve au Clos Comte Ferrari, c'est à Woluwe-Saint-Pierre, et dans la communauté des Sœurs Annonciades. Sœur Rosa Peters et Jean-Pierre de Gives ont été les deux premiers présidents et ce sont maintenant Paul Bricteux et Bernard Bleus qui assument aujourd'hui la présidence de la fédération. Nous rejoignons d'abord Everley, qui est en quelque sorte le berceau de cette fédération qui porte le nom de l'Olivier. Comprendre et connaître la Fédération des pouvoirs organisateurs de l'Olivier suppose de passer par Everley pour y découvrir l'Institut du Sacré-Cœur, Heilig Hart Institute, et la spiritualité des Sœurs Annonciades qui sont au cœur de ce projet. L'Institut s'est développé à partir de 1887, à l'initiative du chanoine louvaniste Xavier Temmerman. Et dès 1890, l'école s'est installée en dehors de la ville de Leuven, à Everley. Aujourd'hui, l'Institut scolarise quelques 6000 élèves et les bâtiments et terrains occupent un espace de quelques 33 hectares. Une grande chapelle de 800 places et une salle de spectacle de 1200 places donnent la mesure de ce complexe qui comporte aussi un bassin de natation, une ferme et d'autres services gérés par l'école. Un bâtiment plus récent abrite aujourd'hui une des communautés des religieuses annonciades et le lieu de résidence des sœurs aînées. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée de l'Institut. Une fresque de May Claire Out, réalisée à l'occasion du centenaire, développe les différents axes de la pédagogie et de la spiritualité annonciade. Sœur Jacinta, supérieure générale de la congrégation, nous en fait un commentaire qui s'inspire du charisme du chanoine Temmerman pour la pédagogie et de Sainte Jeanne de France pour la spiritualité.
C'est un projet qui nous a été donné, nous l'avons reçu. Il y a 3 inspirations pour ce projet. Il y a un aspect social pour être au service des pauvres. Il y a un aspect purement pédagogique. Ce que nous avons voulu, c'est ce que Temmerman a voulu, le chanoine, c'est de donner un enseignement vraiment de qualité. Et puis, il y a les attitudes dans lesquelles on veut travailler dans le projet pédagogique, et c'est l'aspect marial, et ça réfère aux sœurs annonciades apostoliques. Les 3 aspects, l'aspect marial, l'aspect social et l'aspect pédagogique, c'est ici exprimé, et le centre de ces 3 aspects, il faut toujours garder la relation. Et vous voyez au milieu un enfant, ça c'est vraiment le noyau du projet pédagogique, et tout est centré vers l'enfant. Quand je disais au début qu'il y avait une inspiration, vous voyez au-dessus l'Esprit Saint, le pigeon, vous voyez l'œil de Dieu et vous voyez le Christ. C'est la Trinité qui a donné l'inspiration à l'abbé de Clercq qui dans son temps, il y avait beaucoup de pauvres et qui voulaient faire quelque chose pour enseigner les pauvres. Et alors, c'est de là que nous avons au-dessus les différents tableaux qui donnent un peu un aperçu de tous les âges. Ça commence à gauche, c'est vraiment la crèche, les enfants au début de leur vie. À côté, vous voyez une vierge, c'est la Mater Amabilis, la mère qui aime les enfants, et les enfants sont tournés vers la mère. Puis, il y a l'école primaire, et là, il est écrit Vader, Moeder, papa, maman, parce qu'il n'y a pas d'éducation sans les parents. La relation avec les parents est très importante dans tout projet pédagogique. Alors, le 4e, c'est l'internat. L'Institut a commencé avec un internat de plus de 1600 internes qui vivaient toute la journée ensemble. Puis, on passe vers un aspect du chanoine Temmerman qui a donné 3 accents très importants pour le projet pédagogique. C'est l'aspect de la détente. Il faut bien étudier, mais il faut avoir une détente. Puis, il donnait beaucoup d'attention à l'Eucharistie, et quand on connaît notre chapelle, vous voyez vraiment la chapelle qu'on voit dans le fond. La détente, l'Eucharistie, et puis il y a encore la qualité de l'enseignement. Et la qualité de l'enseignement s'est exprimée. Ici, c'est la chapelle, et là, ce sont toutes les sciences. C'est la qualité. Et puis là, vous voyez le livre, et le livre, vous le voyez ici aussi. Ce livre, ça veut dire on a enseigné, on a donné de l'enseignement, et ici on part dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. Et le fond de la bonne nouvelle, het gezag van het hart doet wonderen, l'autorité du cœur fait des merveilles. C'est pas une autorité stricte, mais c'est l'autorité du cœur
qui est important. Et ça fait des merveilles. Et ici, ça représente les Annonciades, Ancilla Domini, donc l'Annonciation à Marie. Puis, vous avez ici les enseignants. Les enseignantes sont ici à gauche et à droite. Et les enseignants n'ont pas d'expression dans leur figure, mais il y a des enfants dans leur tête. Cela veut dire que les enseignants doivent toujours être soucieux des enfants et les avoir en tête quand elles sont en train d'enseigner. Et il y a toutes sortes, il y a des religieuses, il y a toutes sortes d'enseignants ensemble et qui sont tournés vers l'enfant. Ici au centre, il y a une main qui vient d'en haut. Cette main, c'est la bénédiction de Dieu et les autres mains portent l'enfant. Et ça, c'est le fond du projet pédagogique. Laisser bénir un enfant et le porter ensemble. Et alors, vous avez ici encore le monde avec un petit diable, et cela veut dire, si on proclame la bonne nouvelle, le petit diable n'a pas de possibilité d'entrer dans le cœur des enfants. C'est un peu le projet pédagogique qui a commencé avec les Sœurs Annonciades, mais qu'on a partagé depuis beaucoup de temps avec les laïcs et sans collaborateurs. Encore une fois, relation, collaborateurs, on ne sait pas faire un projet pédagogique. Ça s'adapte et ça évolue dans le temps, je pense. Et l'auteur de ce fresque, c'est Mai Claraut. C'est une dame qui a fait ça avec ses 4 fils, je pense. À l'occasion, c'est offert par la direction à l'occasion du centenaire de cet institut-ci. Revenons un moment dans cette chapelle qui a rassemblé les administrateurs et administratrices, les directeurs et directrices de l'Olivier ce 6 juillet 2021. Les vitraux, aux couleurs chaleureuses et lumineuses, créent un climat de recueillement qui est en quelque sorte l'âme de l'Institut. Pour mieux comprendre ce qu'est l'Olivier, retrouvons sœur Jacinta qui nous explique que cette initiative s'inspire d'un projet commencé 20 ans plus tôt du côté néerlandophone. Et c'est ainsi que nous avons fait, du côté néerlandophone, nous avons trouvé un pouvoir organisateur qui a supervisé les divers ASBL de chaque école, mais les mêmes administrateurs étaient administrateurs des différentes ASBL. Et donc, on avait une équipe pour diriger différentes ASBL. Et ça marchait du côté néerlandophone et du côté francophone. On a commencé une vingtaine d'années après, on a fait la même chose. Il y avait 5 pouvoirs organisateurs. On les a réunis en un pouvoir organisateur et à partir de cela, ça a été agrandi. La mise en commun des ressources humaines, financières et pédagogiques est au cœur du projet de l'Olivier, rendu possible par les contributions de chaque école et de chaque crèche qui font partie de cette fédération. Les écoles payent une contribution au PO pour pouvoir rassurer ces services, à côté de tous les bénévoles, parce que si on compte
compterait les heures de bénévoles, c'est énorme. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour suivre le service de comptabilité. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour les assurances, pour le secteur des assurances. Il y a Anita qui est spécialisée pour soutenir les directions au niveau pédagogique avec Jacqueline. Il y a Philippe Mavet pour l'aspect spirituel. Il y a beaucoup qui se fait, qui se fait par les bénévoles pour aider les directions dans la pratique. Nous quittons maintenant Heverlee pour rejoindre les écoles et crèches de la Fédération de l'Olivier. Bernard Bleuze, coprésident de la Fédération, nous en dresse la liste. La Fédération de l'Olivier comprend 12 écoles fondamentales, primaires et maternelles, l'école du Sacré-Cœur de Stockel, l'école maternelle de Mater Dei à Woluwe-Saint-Pierre, l'école primaire de Mater Dei, l'école de Sainte-Jeanne de Chantal à Woluwe-Saint-Lambert, l'école fondamentale de la Providence à Woluwe-Saint-Lambert, l'école de l'Annonciation à Scarbeek, l'école de la Sainte Famille à Watermal-Boisfort, l'école fondamentale Sainte-Hélène à Forêt, l'école fondamentale Saint-Denis également à Forêt, l'école fondamentale Saint-Augustin aussi à Forêt, l'Institut Saint-Vincent à Anderlecht et la dernière, l'école maternelle et primaire Saint-Antoine également à Forêt. 2 écoles secondaires, le lycée Mater Dei à Woluwe-Saint-Pierre, l'Institut de la Providence à Woluwe-Saint-Lambert et pour terminer 2 crèches, la crèche de la Petite Espérance à Woluwe-Saint-Lambert et la crèche de l'Annonciation à Scarbeek. Nous avons rencontré 2 administrateurs de l'Olivier. C'est d'abord Bernard Bleuze, coprésident, qui nous dit pourquoi il a choisi de participer à ce projet pédagogique, humain et chrétien. Pourquoi ai-je choisi de m'engager bénévolement comme administrateur de la Fédération de l'Olivier? Avant tout parce que l'école est un lieu où il s'y passe tellement de choses, mais c'est l'humain qui est au centre de tout. Donc l'humain avant tout. Aussi parce que l'éducation et la formation, ça me paraît tellement important dans notre société dans laquelle nous vivons actuellement. Donc tous les jours on parle de l'école. Il suffit d'entendre tous les médias ou de les voir, on parle de l'école pratiquement tous les jours. Et je dirais que c'est normal puisque c'est la base où on forme la société de demain. Et puis je dirais qu'entrer dans une cour de récréation ou entrer dans une classe, ne fût-ce qu'une classe de maternelle ou une classe primaire, je trouve que c'est vraiment magique. Se mettre au niveau des enfants, entrer dans une classe, voir l'émerveillement de ces enfants, voir ce qu'ils peuvent découvrir, je crois que pour moi, ça c'est l'essentiel. Et voilà, il ne me faut pas plus pour me convaincre d'être bénévole au sein de la Fédération de l'Olivier. Paul Baudard s'appuie sur son expérience pour faire comprendre l'utilité et la nécessité de travailler en synergie. Quelle est ma vision et pour quelles raisons j'ai rejoint la Fédération de l'Olivier? Je pense que la Fédération de l'Olivier est une vision extraordinaire, une vision qui était prise par les Sœurs de l'Annonciade il y a de longues années et qui a été mise en place dans la communauté francophone 20 années après l'avoir fait dans la communauté néerlandophone. La grande force de cette fédération, c'est la mise en commun de compétences pour traiter de sujets de plus en plus complexes. Alors ça peut être, parlons de l'enseignement, le plan de pilotage, le pacte d'excellence ou la mise en commun de nos directions d'école permet de réaliser et de penser et de réfléchir à ce pacte d'excellence en commun et de partager les expériences.
Quels sont les atouts et l'originalité de cette fédération ? L'originalité et les atouts de notre fédération se reflètent particulièrement bien dans notre projet éducatif et pédagogique. Alors nous, administrateurs, nous sommes garants de ce fameux projet qui pour nous est extrêmement important. Alors, je vois ce projet, il est axé autour de 3 axes. Le premier axe, c'est une communauté d'apprentissage. Le deuxième, une communauté de vie. Et le troisième, une communauté de foi. Alors, une communauté d'apprentissage, je ne vais certainement pas en parler, d'abord parce que je ne suis absolument pas pédagogue, mais les enfants doivent absolument venir à l'école dans un esprit serein, dans un climat serein et paisible. Le deuxième axe, c'est l'école est une communauté de vie. Alors, nos écoles doivent être absolument accueillantes et chaleureuses pour tous. Alors, venir à l'école pour un enfant, on doit voir le sourire chez l'enfant. Ça doit être un bonheur de venir à l'école. On prend tous les enfants, on n'en oublie aucun. Ça suppose évidemment des valeurs humaines remarquables, comme le respect, l'écoute et certainement l'accueil des différences. Les enfants sont différents, il faut les accueillir chacun dans leurs différences. Faire vivre ces valeurs humaines, qui sont aussi nos valeurs chrétiennes, nous amène tout simplement à notre troisième axe primordial. Lui aussi, je veux parler de nos écoles, qui sont aussi une communauté de foi. Alors tout ceci présuppose évidemment, dans la mesure du possible, des références à l'Évangile. Personne ne va me contredire si j'affirme que l'essentiel dans l'Évangile, c'est l'accueil, le don de soi. Aimez-vous les uns les autres, soyez solidaires, ouverts dans vos rapports à votre prochain. Voilà sans doute une des clés essentielles de notre mission de l'école chrétienne. Mais pour tendre vers une communauté de foi, ça présuppose une connaissance de cette culture chrétienne. C'est la raison pour laquelle nous organisons dans nos écoles des cours de religion catholique. Mais il n'y a pas que ces cours de religion, c'est toute l'ambiance de l'école. Il y a des temps forts de l'année liturgique qui sont vécus, qui sont célébrés d'une manière ou d'une autre. Il y a des temps de silence aussi qui permettent de développer une intériorité. Ou encore, il y a beaucoup d'actions de solidarité qui mobilisent nos enfants, qui les sensibilisent aux besoins et à la détresse de l'humanité. Voilà comment nos écoles, je pense, au sein d'une société laïque et pluraliste, peuvent être un signe d'espérance, un signe de justice ou encore d'amour, et tendre vers une communauté de foi. Voilà, et pour résumer tout cela, je dirais simplement qu'une école annonciate au sein de notre fédération, c'est un enseignement de qualité, ce sont des valeurs chrétiennes qui sont vécues dans nos établissements, c'est une pédagogie encourageante et un accompagnement personnalisé, c'est une ouverture à la foi, sans oublier la préoccupation pour la sauvegarde de la maison commune qu'on voit dans l'encyclique Laudato Si, avec 2 dimensions, je dirais évidemment la dimension écologique, mais aussi la dimension de solidarité envers le nord et le sud de notre planète. Il y a trop d'inégalités sur notre planète. Avec le soutien du CEGEC, on m'a suggéré d'approcher la Fédération de l'Olivier, et c'est donc ce que j'ai fait. Et ils nous ont accueillis à bras ouverts, et honnêtement, je ne le regrette absolument pas. Je suis aussi fortement impliqué dans toutes les paroisses de Forêt, Saint-Gilles et Uccle, et le problème que j'avais vécu à Sainte-Hélène s'est posé à l'école Saint-Denis, ancienne école paroissiale, à l'école Saint-Augustin, école paroissiale, à l'école Saint-Antoine, école paroissiale. Toutes ces écoles avaient des PO qui avaient des difficultés à se renouveler. Et donc on a suivi exactement la même approche, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la Fédération de l'Olivier, eh bien, il y a tout un composant du sud de Bruxelles
4 écoles de forêt, une école d'Anderlecht, toutes des écoles avec un fondement paroissial ou lié à des communautés religieuses qui avaient besoin d'un PO, de compétences, et donc rejoindre la Fédération de l'Olivier tout en gardant les spécificités de chacune de ces écoles a été une solution idéale. Nous nous sommes rendus dans 2 écoles de la Fédération, qui toutes deux sont situées sur le territoire des paroisses de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Il s'agit de l'école fondamentale maternelle et primaire du Sacré-Cœur de Stockel et du lycée Mater Dei, qui est une des 2 écoles secondaires de la Fédération. Leurs directrices, Géraldine Eckhout et Christine Pirotte, nous disent d'abord comment se passe cette rentrée scolaire 2021-2022. Alors voilà une rentrée beaucoup plus simple et beaucoup plus sereine qui s'annonce enfin. Alors on en est très content évidemment parce que voilà, pour nous les adultes, c'est enfin pouvoir retrouver un peu de contact avec les familles, avec les parents, retrouver aussi des temps beaucoup plus conviviaux à l'école et avec l'équipe. En fait, tous ces temps qui sont informels et qui suscitent justement l'échange, qui montrent en fait que nous formons surtout un trio qui est indissociable au sein des écoles, qui est école, famille et enfants. Et donc ça, on est ravis de se dire qu'on va enfin retrouver tous ces moments un peu plus légers dans les mois à venir. Alors pour les enfants, c'est aussi se dire qu'on va avoir une rentrée qui va être enfin un peu plus légère pour eux. Ils vont retrouver peut-être un petit peu plus d'insouciance, ils vont pouvoir partir en classe verte, retourner au musée, accueillir des spectacles, revivre des animations, bref, sortir de l'école et en fait pouvoir vivre des temps d'apprentissage qui sont différents, mais qui sont tout aussi importants pour leur développement complet de chacun. Et puis aussi, c'est de se dire qu'on va pouvoir aussi enfin de nouveau se mélanger les âges, sortir un peu de sa bulle, sortir de sa classe et de nouveau revivre tous ces temps ensemble, se refaire confiance entre les grands et les petits. Alors on sait aussi que cette année, peut-être plus que jamais, on va devoir être très attentif à tous les tout petits qui vont arriver à l'école parce que pour eux, évidemment, ces périodes de pandémie, on sait que leurs contacts sociaux ont été un petit peu malmenés ou en tout cas un petit peu abîmés. Donc le rôle de l'école aura toute sa place ici et on va devoir, nous, faire preuve de beaucoup de bienveillance pour tous ces petits loulous qui nous arrivent. Et puis enfin, voilà, je crois que cette pandémie et ces mois et ces années difficiles ici nous auront confortés, en tout cas dans les choix que nous avons faits ici à l'école, c'est-à-dire de mettre toujours en avant tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est dialogue, échange, communication, et ce, à tous les niveaux. Donc, je crois que c'est cette grande richesse qui est l'école, donc cette proximité qu'on a toujours voulu offrir, qui nous a permis, je pense, de vivre quand même assez sereinement, finalement, ces 2 années de pandémie qui ont été difficiles et compliquées un peu pour tout le monde. Alors on sait que nos liens, d'ailleurs, étaient très forts avant cette pandémie, et je pense que pendant cette pandémie, ces liens se sont resserrés entre nous, les enseignants, avec nos élèves, et même si c'était de loin, finalement aussi avec toutes les familles. Et donc, je dirais, voilà, un petit peu pour conclure cette année qui arrive et ces 2 années qui ont été un peu particulières et uniques de notre histoire, c'est que le bien-être à l'école a vraiment toute sa place et une place vraiment centrale, me semble-t-il. En tout cas, pour notre école, c'est fondamental. Alors moi j'envisage cette rentrée 2021-2022 avec plaisir, envie, hâte de refaire passer l'accueil, l'élève, la pédagogie
avant le côté sanitaire, de remettre ces missions-là de l'école au centre, sans pour cela dire « allez hop, on ne fait pas attention à la crise sanitaire qu'on traverse », mais quand même redonner toute sa place à la pédagogie, à l'élève. Je pense que pour ça, ce qui va être la mission première, c'est que quand on franchisse la porte de l'école, n'importe quel acteur de l'école se sente accueilli, se sente heureux, se sentent bien. Pour ça, on va travailler le respect, le regard bienveillant sur chacun, pour que chaque acteur ait envie d'apprendre ou envie de faire apprendre. Alors, un grand accent aussi sur l'importance de l'apprentissage. On va continuer encore plus à développer nos pratiques de remédiation, de différenciation, donc renforcer, mais aussi favoriser le dépassement dans certaines matières pour que chaque élève puisse avancer à son rythme, en grands groupes, en petits groupes. Et alors, on va partager des moments culturels, des moments sportifs, des rencontres, des moments d'apprentissage, partager entre pairs, que ce soit père-élève, père-professeur, avec différents niveaux d'âge, donc avoir du mentorat, du tutorat, et partager aussi des activités élèves et profs, des moments conviviaux tous ensemble, où on peut échanger, où on peut apprendre à devenir des citoyens, à développer des compétences transversales. Je pense que c'est ça qui fait l'essence même de notre école. C'est ça qui est important de mettre en avant cette année au travers de notre vie de tous les jours et au travers de projets, que ce soit des projets d'écologie, des projets d'échange linguistique ou des projets sportifs. Voilà mon mentorat cette année. Comme le souligne Géraldine Eckhout, les difficultés rencontrées durant la crise sanitaire ont permis de mesurer combien le soutien de la Fédération a été important durant cette période. Alors moi, pendant la pandémie, notre école, on a eu la chance, en fait, je crois, une vraie grande chance, c'est de faire partie d'une fédération. Une fédération qui est celle de l'Olivier. Alors pourquoi c'est une grande chance? Parce que on fait partie d'une grande famille. Et cette grande famille qui est construite autour du projet des Sœurs Annonciades d'Everley, c'est une vraie force. En tout cas, c'est ce que moi je perçois, c'est une vraie force. Alors pour nous, les directions, évidemment, c'est un soutien qui est considérable. Ça rend possible de nombreux moments d'échange entre pairs, mais aussi avec des gens qui viennent d'autres horizons, des temps de partage de pratiques pédagogiques, des temps de réflexion face aux grands défis de l'école pour demain. Et donc on avance ensemble, on réfléchit ensemble, alors même si effectivement on est tous différents dans nos manières de fonctionner ou dans nos projets pédagogiques. Mais donc c'est un vrai rassemblement, cette fédération de ressources qui donne la force, qui donne aussi beaucoup de motivation, enfin je trouve, pour aller toujours plus loin. Alors on y sent aussi profondément les valeurs chrétiennes qui sont ancrées, qui sont bien vivantes aussi. Alors la fédération nous unit aussi, je crois, dans cette force de la foi chrétienne qui évidemment n'est pas toujours aisée aujourd'hui de la cultiver dans nos écoles. C'est un grand défi aujourd'hui. Pourquoi? Je parlerai tout simplement de mon école. Voilà, on accueille dans l'école chez nous énormément de familles. Je crois qu'on a une trentaine de nationalités différentes, avec effectivement des familles qui apportent leur culture, mais aussi leurs croyances, leur façon de vivre leur foi. Et donc, notre projet chrétien, nous ici à l'école, c'est vraiment d'offrir aux enfants, cet éveil à la foi. C'est un petit peu comme un cadeau, comme une ouverture, comme un moment où on va peut-être leur permettre de réfléchir à ce qu'est la foi chrétienne, et puis peut-être que se dire que dans quelques années, quand ils seront adultes et quand ils vont devoir faire peut-être un choix qui sera le leur, ils pourront faire peut-être un choix plus éclairé, puisque on aura été un peu cet éveil à la foi chrétienne.
qu'est-ce que c'est faire partie de la Fédération d'Olivier? Faire partie de la Fédération d'Olivier, c'est un plus, parce qu'on fait partie d'une communauté qui a tous les mêmes valeurs. On prend le bébé, l'enfant, l'adolescent, pour l'amener le plus loin de ses possibles, pour le faire grandir en autonomie et en responsabilisation. Mon rêve, ce serait que la Fédération d'Olivier puisse offrir tout type d'enseignement aux élèves pour que l'enfant, un jour, quand il rentre dans la fédération, il puisse faire tout son parcours jusqu'à l'âge de fin de 18 ans, quelles que soient ses aptitudes pédagogiques. Voilà, ça ce serait un de mes rêves. Travailler dans une école chrétienne aujourd'hui, une grande question. Pour moi, c'est vivre la mission de Jésus au quotidien. C'est faire passer un message d'amour, un message d'écoute, d'ouverture vers chacun. C'est accueillir chacun dans le respect. C'est poser sur chaque acteur de l'école un regard exigeant et bienveillant, mais qui lui dit ce regard, je te reconnais. Pour moi, tu existes. Tu existes quelles que soient tes compétences. Tu es un être important et je sais que tu vaux beaucoup et que je veux t'amener le plus loin possible. Je te prends comme tu es et tu fais partie, tu as cette chance de faire partie d'une communauté où chaque membre, qui il est, a la même importance. Dans cette communauté qui forme un corps, on ne peut pas ne pas avoir un de ses membres. Tout membre est utile pour faire avancer la communauté, la faire grandir, la nourrir. Pour moi, c'est ça, travailler dans une école chrétienne, et au grand jamais, je ne pourrais être directrice ailleurs que dans une école chrétienne. En souhaitant une bonne année scolaire 2021-2022 à toutes les écoles et crèches qui partout en Belgique ont repris les cours, nous laisserons le mot de la fin à sœur Jacinta. Pour l'enseignement catholique, moi je suis très soucieuse pour l'avenir, c'est-à-dire l'importance de s'investir pour les pauvres, pour un discernement. Qui sont les pauvres aujourd'hui? Ce ne sont pas tellement les pauvres financièrement, mais ce sont les pauvres de spiritualité. Il y a le fond de qu'est un être humain, ça doit être vraiment soigné, et pour cela nous avons besoin d'enseignants, de beaucoup de personnes qui se soucient pour le vrai cœur de l'homme. Merci à Georges Litz, avec qui j'ai pu vous présenter ce reportage consacré à l'Olivier. Merci à Frédéric Litz, qui a prêté sa voix pour les commentaires liés à ce reportage. Merci bien sûr à Claude Gillard pour les défis qu'il nous a présentés durant cette vidéomélie. Et nous terminons par la prière de ce 23e dimanche du temps ordinaire. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, donne-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour une nouvelle vidéomélie. Il sera notamment question de l'orthodoxie avec un témoignage de Christiane Deslois. D'ici là, je vous souhaite d'abord un bon dimanche, de bonnes semaines. Au revoir, à très bientôt.